d'être revenu sur l'importance pour vous déjà, en tant que femme qui est dans ces domaines-là, ce que vous traversez vous, et l'importance pour vous-même de militer pour vos sœurs artistes et en même temps de lancer des messages, on l'a compris avec ce que disait Paola, aux jeunes, de lancer des messages à d'autres femmes qui sont peut-être dans les mêmes situations, qui vivent d'autres choses et qui, sinon, si ce n'était pas par ce canal-là, n'auraient jamais en fait la possibilité d'aborder ces questions-là. Et c'est très très important. Donc, Nayet, donc toi, tu es artiste photographe, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi responsable dans une maison d'artistes. Quand tu reçois et accompagnes des artistes internationaux ici au Sénégal, qu'est-ce qui te semble important à communiquer sur l'interprétation qui est faite de la femme africaine par la diaspora noire et comment est-ce que tu interprètes et intègres cette lentille dans les œuvres d'artistes? Alors, pour répondre à ta première question, je pense que le plus important, ça va être de faire une légère peut-être différence entre le profil des différents artistes que moi j'accueille et que je produis au sein de cette résidence dans laquelle je travaille. Donc il va d'abord y avoir les artistes du continent, des artistes dont l'afroféminisme est quelque part la réalité. Et comme je dis souvent, on ne peut pas séparer le féminisme de son contexte. Donc la plupart du temps, pour les artistes du continent, l'adaptation au Sénégal, elle se fait de façon assez naturelle, puisque même si la réalité des femmes d'un pays africain à un autre n'est pas exactement la même, je pense qu'on sera d'accord de se dire qu'on se rejoint beaucoup. En témoigne notamment la très forte dimension panafricaine des mouvements féministes en Afrique. Ensuite, dans un deuxième temps, il va y avoir les artistes internationaux de la diaspora ou non, mais qui parfois viennent pour la première fois sur le continent. Et là, pour moi, le challenge, c'est, on va dire, un travail de déconstruction des préjugés et des idées reçues, parce que, pour moi, c'est quelque chose qui empêche d'avoir une vraie expérience de ce que c'est que la condition de la femme au Sénégal. Et j'avais envie de citer Maya Angelou, qui dans son roman, qui relate c'est pas son roman d'ailleurs, c'est pas un roman, qui dans son livre qui relate son retour au Ghana dans les années 1960, il me semble, disait « Le cadeau des préjugés embrouille le passé, menace l'avenir et empêche de vivre le présent ». Et c'est exactement la problématique que moi, en tant que productrice, je vais devoir comprendre parfois avec des artistes internationales qui arrivent avec des préjugés négatifs et qui vont vouloir un petit peu être la sauveuse des femmes sénégalaises. Sauf que pour sauver les femmes sénégalaises, il va d'abord falloir comprendre les problématiques qui sont les leurs. Et sinon, l'excès inverse, là, l'artiste qui arrive en... alors, je ne sais pas comment le dire Surtout, par exemple, je prends l'exemple des Afro-Américaines, le retour à la terre promise, quoi. Ça déborde, on a envie de connecter absolument avec cette espèce d'Afrique idéale, et qui n'est pas non plus, je pense, un cliché qui va aider à comprendre cette réalité-là des femmes sénégalaises. Donc je dirais que dans un premier temps, ça va être un travail de déconstruction, de remettre à plat, comme quand on voyage partout d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, mais je pense que pour pouvoir vraiment voyager, il faut... et pour aller sur le deuxième volet de ta question, comment moi je le traduis dans mon art? Alors évidemment, il y a une façon de le traduire qui est très simple, ça va être photographier des femmes, mettre en avant des femmes, collaborer avec des femmes, que ce soit les stylistes, les make-up. Bon, après, au Sénégal, on n'a pas beaucoup de maquilleurs hommes, donc ça m'a un peu simplifié la tâche. Mais donc, avoir des femmes comme sujet. Mais j'ai envie d'aller plus loin et de dire que, pour moi, le changement et la lutte féministe passent d'abord dans une espèce de remise en question permanente de notre société. Et pour remettre en question notre société, on n'est pas simplement obligé de parler des femmes, je pense qu'il faut aussi parler des hommes. Et par exemple, j'ai une série en cours sur laquelle je travaille qui s'appelle Bodies et qui parle du rapport aux hommes, du rapport qu'entretiennent les hommes sénégalais avec leur corps à travers la pratique sportive. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Pourquoi est-ce qu'on a autant d'hommes sur la corniche de Dakar qui font des pompes, qui sont ces macho men qui développent des muscles? Qu'est-ce que ça dit de eux, leur rapport à leur corps? Et qu'est-ce que ça va dire du coup, en tirant un peu le fil de la réflexion, de leur rapport au corps des femmes et de leur rapport aux femmes tout simplement? Pourquoi ils ont besoin d'être aussi forts? Certainement parce qu'ils pensent que les femmes sont très faibles, etc. etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Nayet. Et du coup, en fait,
quand tu travailles avec ces femmes-là, ce que tu as expliqué, c'est-à-dire d'essayer de comprendre et de déconstruire, ça me donne envie de poser une question supplémentaire parce qu'on a l'impression tout le temps de dire que les femmes, partout, c'est les mêmes problèmes, partout, c'est les mêmes thématiques, partout, c'est les mêmes réalités. Et du coup, est-ce que cette universalité qu'on pense qui existe avec les femmes, est-ce que c'est le cas? D'autant plus que toi, tu vois des femmes qui viennent d'horizons très très différentes et voilà, le travail que tu fais, est-ce que tu réalises qu'il y a une universalité ou est-ce qu'en fait c'est très très différent selon qu'on provienne d'une zone ou d'une autre, les problématiques auxquelles les femmes sont confrontées dans les domaines culturels? Alors encore une fois, la question se pose du territoire. Comme je l'ai dit, pour les femmes africaines du continent, on se rejoint. Après, il y a évidemment des spécificités qui vont être propres à chaque pays. Maintenant, pour les femmes qui viennent, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de l'Occident, on ne peut pas dire qu'on a les mêmes problématiques puisqu'on ne vit pas dans les mêmes sociétés. Et ce serait pour moi simpliste de dire qu'une féministe suédoise peut avoir la même réalité qu'une féministe sénégalaise. Ce n'est pas vrai. On ne vit pas dans la même société, on ne vit pas avec les mêmes hommes, on ne vit pas dans les mêmes politiques. Donc non. Et c'est encore une fois, là, justement pour cette raison-là, que j'insiste sur la déconstruction. Il y a des femmes très bien intentionnées qui arrivent je sais pas, de France ou des États-Unis et qui veulent vraiment joindre la lutte. Mais que nous, on mène ici sur le continent, c'est possible, on peut être une alliée, on ne peut pas être un porte-parole. Parce qu'on n'a pas conscience de cette réalité-là au quotidien. Donc je pense que pour ces femmes-là, moi j'amène toujours alors au risque d'en choquer certains, à beaucoup d'humilité, à une position d'allié véritable, donc qui n'est pas sur le devant de la scène, où on ne peut pas, en tant que femme dont ce n'est pas la réalité, se mettre au devant et dire « ouais, la réalité des femmes sénégalaises ». Non, quand on ne la vit pas, on se propose comme allié, on essaye de comprendre, on essaye de déconstruire, et on demande aux principales concernées comment on peut leur apporter de l'aide. Et ça, c'est deux démarches qui sont pour moi différentes. Merci beaucoup. Kalam, comment est-ce que tu es arrivé? Parce que l'instrument, le koundé, est exclusivement réservé aux hommes, donc au Burkina. Comment est-ce que toi, tu es arrivé à déconstruire ce stéréotype-là qui interdit aux femmes d'en jouer dans un contexte assez patriarcal au niveau du Burkina Faso, qui est ton pays d'origine? Pour moi, arriver à effacer l'idée de femme qui ne doit pas jouer le koundé. C'était pas du tout d'un fleuve tranquille, c'est pas simple. Puisque déjà même trouver quelqu'un qui va même t'apprendre le koundé, c'était pas du tout du jeu. Et tous les gens que je m'approche d'eux, je demande de m'aider à apprendre déjà la base même, c'était pas du tout facile. D'autres viennent, on me dit, on a dit seulement que la femme ne joue pas, donc moi je peux pas t'apprendre. Et puisqu'il y a mon manager et mon compagnon qui m'aidaient à trouver les gens, donc dès qu'eux ils ne les disent pas, c'est une femme qui doit jouer, et dès qu'on vient, on me voit, on refuse. Et on a pris 2 ans dans ça. Et il y a un gars, un homme, voilà, je peux dire un monsieur, qui a un esprit ouvert. Et c'est lui qui a accepté venir chez moi et m'apprendre à jouer l'instrument. Et lui-même, il n'avait pas le temps, puisqu'il avait des tournées et tout. Et c'est dans ça, moi-même, j'ai essayé de faire mes propres recherches. Et avec les préjugés, avec ce qu'on me dit et tout ça là, ça fait peur, quoi, tu vois. J'avoue que j'avais vraiment peur aussi de jouer. Et je me suis dit, pourquoi pas, je joue le koundé, je ne joue pas, un jour je vais mourir. Et pourquoi ne pas jouer? Et puis si je meurs là, c'est pour quelque chose que j'aime. Avec tout ce qu'on me dit là, j'ai dit à mon compagnon, bon, moi je vais jouer. Il me dit, t'es sûr? J'ai dit, bon, j'ai peur. Mais bon, il n'y a rien de plus qui peut m'arriver, quoi. Avec tout ce que j'ai traversé là. Si ce n'est pas la mort seulement, je peux avoir peur. Alors que même si j'ai peur, là, je vais mourir. Donc je vais jouer. Et c'est dans ça, je me suis mis réellement à apprendre. Mais malgré ça, pour sortir jouer devant les gens,
Je ne te dis pas, hein. Je me demandais, est-ce qu'on va me lapider? Est-ce qu'on va faire quoi et tout? Puisqu'il y a des gens qui disent, c'est tous les dévanciers, c'est les hommes. Au Burkina, il n'y en a pas. Je suis la seule. On me voit comme une femme rebelle, voilà, une femme qui veut se comparer aux hommes. Et pourtant, pour moi, les hommes et puis nous, on se complète en fait. Voilà, il n'y a pas à faire de l'autre au-dessus de l'autre. Si on a bien dit qu'on a enlevé le code de l'homme pour faire femme, et donc c'est ma moitié. Pourquoi je vais me comparer? Les hommes, c'est mes frères, c'est mes papas et tout. Et il fallait les faire comprendre même que c'est pas... Je ne joue pas pour venir faire tête à tête avec eux. Je joue parce que j'aime l'instrument et je suis leur soeur, je suis leur fille. Ils n'ont qu'à m'aider seulement à jouer. Et ça, c'était un autre combat. Et c'est pas du tout du jeu, sérieusement. Et comme elle le disait, il y a des gens même que je peux voir même pour côté, comment on appelle, m'aider à produire mon album par exemple. On me propose d'abord de descendre la culotte. Voilà, avant de le faire. Et quand je refuse, on me cite les autres qui sont passés par là. Et on me dit, si tu ne veux pas, donc va te débrouiller. Et jusqu'à présent, les journalistes même me demandent, pourquoi jusqu'à présent, tu n'as pas encore éclaté. Et j'ai dit, bon, la situation là où on veut que je passe là, je ne vais pas passer par là-bas. Et je sais qu'un jour, ça va s'éclater. Voilà. Merci. Et c'est le conseil que j'ai à donner. Je sais que avec tout ce qu'on veut faire là, c'est tout quand on dit féministe, les gens nous voient comme les femmes bandites, les femmes voilà, les femmes qui veulent taper, voilà, les sorcières. Et pourtant c'est pas le cas. On veut juste qu'on nous laisse tranquille. On veut juste qu'on nous laisse faire ce qu'on veut. Voilà, sans manquer de respect aux hommes, quoi. Voilà, sans se comparer aux hommes. Mais on veut juste, puisque si un homme fait quelque chose, et puis une femme décide de faire la même chose, la femme va faire plus que l'homme là. Je ne sais pas si c'est ça, ils ont peur, ouais. Moi je ne sais pas. Ah, non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, puisque laissez-nous, accompagnez-nous. Hein, accompagner, c'est tout. Si il y a des femmes qui sont dans les foyers même que je connais, qui veulent faire leur entreprise et tout, et l'homme refuse carrément. Et on veut juste qu'elle reste là, et puis pourtant elle a des grands diplômes et tout. Et au jour d'aujourd'hui là, si tu vois la dame, tu es découragé quoi. Avec tous les diplômes qu'elle a là, tu te demandes pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi les hommes vous êtes nos maris, nos pères quoi. Accompagnez-nous. Et à mes soeurs, si vous avez décidé de faire quelque chose là, ne laissez jamais quelqu'un vous dire vous ne pouvez pas. C'est pas pour manquer de respect à quelqu'un, mais c'est pour vous-même, pour votre plaisir. On ne meurt pas deux fois, c'est une seule fois. Merci. On ne meurt pas deux fois, on meurt juste une fois. Du coup, j'ai une autre question dérivée de ce que tu viens de dire. Est-ce que par rapport au parcours que tu as eu, aux difficultés rencontrées, même dans l'apprentissage de cet instrument-là, est-ce que tu es dans une dynamique de transmission vis-à-vis d'autres jeunes filles? Oui, oui, oui. Et ça, je suis en train de mettre, comment on appelle là, une maison. Aidez-moi un peu. Hein. Oui, construire. Hein. Oui, pour accueillir les enfants, les filles, surtout les filles, pour apprendre tout type d'instruments, les instruments traditionnels et tout. Voilà, les centres de formation. Merci. Voilà, pour accueillir, surtout chez nous, il y a des orphelins. Voilà, c'est tous les orphelins filles. Je veux beaucoup aider, surtout les filles. Il y a des filles, des mères filles abandonnées. Voilà, que les parents même ont abandonné. Les filles là ne savent pas où aller. Et si moi j'ai fini cette centre-là, ou on dit ce centre-là, et je veux accueillir beaucoup de filles. Et puis, par exemple, prendre même les maîtres pour les éduquer. Voilà, vous voyez mon français là, c'est français par terre.
Donc même si ça pique dans vos oreilles, là, ça n'a qu'à glisser. On s'en fout. Même aider les filles à se cultiver et savoir se défendre. Et puis même apprendre des instruments, tout type d'instruments traditionnels. Puisque moi-même, j'ai créé un autre, comment on appelle, instrument au pied, que j'ai nommé Kalambat, la batterie de Kalam. Voilà, que je joue au pied, je joue ça et le koundé et je chante. Et je vais former les filles pour que les filles arrivent à s'en sortir dans ce monde-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, cher Kalam. Paula, Audrey, la star. Tout le monde est une star ici, hein? Enfin, à part moi. Quels sont les défis spécifiques auxquels les femmes artistes africaines sont confrontées dans les industries dans lesquelles tu évolues, telles que l'industrie de la musique, le digital, et qui ont pu attirer ton attention, ces défis-là? Tout d'abord, encore mon admiration à Kalam, vraiment, c'est très très inspirant de vous écouter, ne lâchez rien. Alors pour répondre à la question, quels sont les défis? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de dire, c'est un peu les mêmes défis qu'on rencontre toutes, même dans des industries qui n'ont rien à voir. Après, spécifiquement, il y en a plusieurs. Dans la musique notamment, assez souvent cette espèce d'équilibre entre vie privée ou vie familiale et vie artistique, parce que qui dit vie artistique dit une vie qui n'est pas régentée par des heures de bureau classiques. Donc quand j'ai déjà eu à échanger plusieurs fois avec beaucoup d'artistes, parfois certaines même très connues, qui avaient parfois du mal parce que leur compagnon n'acceptait par exemple pas qu'elles passent du temps nocturne en studio, n'acceptaient pas non plus qu'elles aillent en tournée si eux n'étaient pas présents, donc elles se retrouvaient à refuser des propositions de festivals notamment internationaux parce que monsieur n'a pas eu son visa ou etc. Il ne veut pas la laisser partir toute seule. Encore une forme d'infantilisation vraiment qui est assez dérangeante. Donc ça c'est une des premières choses. Deuxièmement, toujours des problématiques au niveau de la création purement artistique. Ce que j'ai pu observer, c'est que bien sûr, si vous êtes en studio, il y a des possibilités d'avoir des producteurs hommes qui sont capables de travailler avec des chanteuses, etc. Mais c'est vrai que par moment, même pour l'écriture, par exemple, parfois ça bloque. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de femmes qui écrivent pour d'autres femmes. Je parle de musique, qui composent même pour d'autres femmes. C'est très très compliqué à en trouver. Alors après, ça dépend forcément du genre musical, mais c'est vrai que sur toutes les musiques qu'on considère entre guillemets comme urbaines, elles sont très masculines. Et ça s'entend en fait, même dans les chansons, etc. Donc il y a un gros problème à ce niveau-là aussi, trouver des plumes féminines qui arrivent vraiment à retranscrire les expériences purement féminines africaines dans les chansons. Et c'est pour ça aussi que des fois, on a des chanteuses qui ont des hits où quand vous écoutez, c'est quand même très patriarcal dans le contenu, mais c'est parce que ce sont des hommes qui ont écrit la chanson, les 3/4 du temps. Donc c'est aussi quelque chose que j'observe. Un autre point que je pourrais peut-être soulever, c'est qu'on manque aussi de femmes même dans d'autres secteurs, parce qu'on parle d'art, mais il y a aussi besoin de métiers qualifiés en dehors de produire la musique en elle-même. Donc ça va des régisseuses jusqu'aux même les chorégraphes. On penserait que ce serait très ouvert, mais en fait il n'y a pas, je trouve, pas assez de femmes en termes de chorégraphie aussi. On n'a pas beaucoup de femmes aussi en termes de direction artistique. Enfin, on a vraiment tout un panel de métiers comme ça, dans la musique du moins, où on a une absence assez criante de femmes. Maintenant, sur d'autres points, ce que j'observe, notamment sur le digital, que pour moi on peut effectivement inclure dans de la culture, ce qu'on appellerait pop culture, donc la culture populaire. Je dirais que une des premières choses, bien évidemment, c'est le harcèlement en ligne. Il est quand même très spécifique aux femmes, de manière générale. Maintenant, si elles sont grande gueule, c'est x10. Si elles disent ouvertement qu'elles sont féministes, c'est x100. Voilà. Donc il faut vraiment être préparé quand on est une femme, quand on est artiste, ou en tout cas quand on a une forme de visibilité et qu'on s'exprime sur la toile. Ce que j'observe, c'est qu'il y a une forme il y a des formes de règles plus ou moins tacites. C'est-à-dire qu'on vous autorise en tant que femme à vous exprimer sur des sujets qui sont liés aux femmes que le 8 mars, ou si vous dites droit des femmes à la place de féminisme.
Donc on passe le temps en fait à contourner le sujet. J'ai oublié la fête des mères aussi, voilà. Donc on a des moments clés où en fait, parce que moi c'est très drôle, moi tous les 8 mars je m'assois et je regarde les publications effectivement des personnes, de femmes qui généralement les autres jours de l'année sont très silencieuses sur la question des femmes. Et donc effectivement je vois que là quand elles s'expriment sur ce sujet-là, dans ce cadre-là, c'est autorisé, c'est encouragé, etc. Mais ça s'arrête le 8 mars à 23h59. Bon. Donc, le reste des jours de l'année, par contre, ça va vraiment être un peu comme disait Kalam, c'est pourquoi vous nous embêtez avec ça, en fait? Pourquoi vous nous dérangez? Vous n'êtes jamais content. Enfin, le cliché classique de la féministe aigrie, etc., etc. Donc, je suis très contente du coup que cet événement ait lieu, et c'est pour ça que je suis très contente d'être venue, parce que ce que j'observe, c'est qu'on a vraiment besoin toutes, en fait, d'agir un peu en meute quand il y en a une qui est attaquée. Parce que ça isole très vite de prendre la parole sur ces sujets-là. On se sent seul, et malheureusement, mais il faut le dire, parfois même attaqué par d'autres femmes. Il faut le dire, c'est doublement blessant. Et donc du coup, c'est important justement et je suis contente de le voir de plus en plus, de voir qu'il y a des femmes qui prennent la parole, et quand elles sont attaquées pour ça, d'en voir d'autres aussi qui viennent en renfort, entre guillemets. C'est vraiment nécessaire, cette solidarité-là, elle est très très importante, parce que le harcèlement en ligne, ça a des conséquences. Psychologiquement, ça peut être très violent. Cet effet de groupe que les gens peuvent avoir sur vous, même quand vous dites des choses qui sont, j'allais dire pour nous, qui sont très banales. On n'a pas à s'expliquer, se justifier pourquoi on dit que l'inégalité c'est bien. Normalement on ne devrait pas le dire, mais le fait de le dire, encore une fois, encore plus quand on est artiste, que ce soit à travers sa musique ou quand on fait une prise de parole, très clairement on s'expose à une forme de violence en ligne, aussi à une forme de boycott. Ça j'en parle parce que j'en ai un peu fait les frais moi-même. C'est que prendre la parole aussi, c'est s'exposer. Alors ça ne va pas être frontal, mais vous allez progressivement voir qu'il y a telle opportunité qu'on vous a retirée, ou que telle personne ne vous a pas contacté pour telle chose par rapport à vos prises de position. Donc ça coûte aussi professionnellement. Je vois que c'est partagé. Ça coûte professionnellement aussi dans le milieu d'être, comme on dit, outspoken, de dire les choses ouvertement. Donc ça fait partie des quelques petites choses. Mais encore une fois, j'insiste sur la solidarité, parce que je me rends compte que quand on parle avec d'autres femmes qui rencontrent la même chose, à la fin on se dit que ça va, on n'est pas folle. On n'est pas folle, on n'est pas sur le mauvais combat. Et c'est ce que j'arrête pas de dire aux jeunes femmes parfois qui hésitent à prendre la parole. C'est quoi qu'on vous dise, n'hésitez pas sur un point, vous êtes du bon côté du combat. Juste une deuxième question. Est-ce que les réseaux sociaux, du coup, sont une plateforme adéquate pour, en fait, le féminisme, par rapport à tout ce qu'il y a comme violence dans les réseaux sociaux? Alors, je pense que c'est... Je ne sais même pas si on a le choix. On est obligé, en fait, de passer par les réseaux sociaux aujourd'hui. En termes de canal, c'est un canal incontournable. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement... je pense que cette violence en ligne, d'abord, moi, ce que je recommande en général, c'est de quand même se renseigner sur comment nos devancières ont géré, parce qu'elles aussi ont eu d'autres violences à gérer, parfois même des violences physiques. Donc c'est bien quand même se renseigner là-dessus, parce que ça permet déjà d'avoir un peu de recul et de se dire, bon, ça ne s'applique pas qu'à nous, les féministes de 2023, c'est très vieux. Donc d'abord, c'est la première chose. Deuxièmement, ça permet aussi de peut-être voir comment elles ont... justement, comment elles ont géré cette violence-là. Alors, moi, mon approche sur les sujets d'engagement, c'est toujours que, ça ne doit pas être forcé, et que tout le monde n'a pas nécessairement la force mentale pour la gérer. Même la force, j'allais dire, économique, parce que comme j'ai dit, ça coûte de prendre la parole parfois sur ces sujets. Donc, il faut être prête aussi à gérer ce qui vient avec. Maintenant, si on décide de prendre la parole sur les réseaux sociaux, à mon sens, il faudrait déjà, encore une fois, identifier quelles sont les personnes qui partagent les mêmes points de vue que vous. Encore une fois, pour cette question de solidarité, pas se sentir isolé, c'est très 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 important, parce que sinon on lâche l'affaire très rapidement. Donc il faut déjà savoir qu'on a une espèce de soupape de soutien d'autres personnes qui, voilà, vous rassurent sur vos prises de position, c'est important. Par ailleurs, ce que je dirais, c'est que moi, ce que j'ai vu, parce que du coup, alors je ne suis pas artiste, mais je suis assez visible ces jours-ci sur Internet, et donc je prends la parole effectivement très très régulièrement sur le féminisme. Et moi, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'en face, j'ai des jeunes femmes qui veulent vraiment savoir ce que c'est,
mais malheureusement sont noyées dans cette espèce de, entre guillemets, guerre des sexes permanente qui est sur Internet et qui noie malheureusement le fond. Parce qu'on reste beaucoup sur la forme. On reste beaucoup sur des choses très superficielles. Et donc j'essaye, moi en général, même en partant de choses superficielles, de les ramener vers des problématiques qui sont au cœur de leur quotidien, sur leur emploi, leur accès, même leur accès au logement par moment. On a des choses quand même qui sont très concrètes et c'est quand je le dis qu'elles réalisent qu'effectivement la question féministe n'est pas juste un débat comme ça en l'air de femmes qui ont déjà bien mangé et qui cherchent d'autres problèmes, mais elles voient que le féminisme les concerne elles aussi, indépendamment de leur classe sociale. Donc je pense qu'il faut vraiment se saisir au contraire des réseaux sociaux, surtout que moi ce que j'observe c'est qu'il y a une espèce de retour en force du masculinisme sur la toile, qui est une forme de, pour moi, de retour de bâton de l'après-MeToo. C'est-à-dire qu'on a eu un MeToo et donc là maintenant on est en train de se manger la vague inverse. Et s'il faut vraiment être actif, c'est maintenant, parce que sinon en fait on a un retour en force de discours extrêmement sexistes, qui sont déguisés sous forme de, entre guillemets, tradition, et pour moi il ne faut pas laisser passer ça. Donc au contraire, s'il faut qu'on s'exprime sur les réseaux, c'est maintenant. Ami, merci beaucoup en tout cas Paula. Ami, du coup toi en tant qu'artiste, durant ta dernière exposition, tu as abordé la question de la résistance intergénérationnelle des femmes face au viol en exposant les armes de défense créées par les femmes. Pourquoi est-ce que tu as parlé des armes? Pourquoi ce choix-là? Cette expo que Fabiola a eu la chance de voir, il y a à peine 4 mois en Nouakchott, effectivement, une expo que j'ai présentée à Ségou, Mali, qui s'appelle Kiwal. Kiwal, dans ma langue, en fait, en langue peul, ça veut dire comment les gens chassaient les mange-mille dans les champs. En fait, c'est juste pour faire allusion aux prédateurs sexuels. Parce que dans les champs, comment on chasse? On chasse avec des lance-pierres, les femmes utilisent les ustensiles de cuisine pour taper et crier, pour effrayer les mange-mille. Du coup, cette installation que j'avais faite, c'était à partir de ces ustensiles, des lance-pierres, en tout cas tout ce qu'on peut utiliser pour effrayer ces prédateurs. En fait, c'est tant d'autres aussi expos. Moi, mon créneau, en fait, c'est tout ce qui est relatif aux violences faites aux femmes, surtout les viols. Parce que je vis dans un pays, la Mauritanie, où il y a beaucoup de viols. Et malheureusement, moi-même, j'étais victime. Et à un moment donné, il fallait vraiment éclater et dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut parler et montrer que toi-même, tu as subi, pour que le combat, je pense, soit équitable, en quelque sorte. Parce qu'on m'a toujours demandé pourquoi tu luttes pour les violences. Est-ce que toi, tu as une fois peut-être été à Sibi? J'ai toujours nié, mais après, à un moment donné, il fallait vraiment éclater et dire la vérité, parce que pour moi, c'était une sorte d'hypocrisie. Tu luttes pour les autres, mais tu luttes au fond pour toi-même. Il faut dire la vérité. Parce que nous vivons dans une société un peu rétrograde, les mentalités, le poids social qui pèse encore du fait que les femmes violentées ne peuvent pas aller dénoncer à la police. Ne serait-ce que parler à ta maman, tu as peur. Même si tu parlais à ta maman, elle va te dire non, tu es folle, ne faut pas gâcher l'image de la famille. C'est comme si ça n'arrive qu'aux autres. Il faut que ça cesse. Et on est au XXIe siècle, que les choses, il faut que ça change. Les artistes, je pense, ont un grand rôle à jouer. Moi, étant femme, et peu importe la qualification, on est féministe ou pas, il faut commencer par oser dénoncer d'abord. Et tout ce qui est, mon créneau en tout cas, c'est tout ce qui est autour de la femme. Je me bats par mon art. Merci. Est-ce qu'en abordant ces questions-là, qui peuvent être des questions qui bouleversent dans les sociétés conservatrices, en Mauritanie par exemple, quelle est la réception du coup qui est faite
des expositions que tu mènes et qui abordent ces questions-là, par la population, par la société, par les différentes couches qui la composent? J'avoue que c'est compliqué, on n'est pas compris. Les artistes ne sont pas compris du tout. Du coup, je multiplie les expos, les installations, les photos, je photographie beaucoup pour montrer ces violences-là. Je me dis qu'on est toujours au stade de sensibilisation. Pour dire que ça, c'est un métier comme tout autre métier, comme un journaliste, comme en fait... c'est un métier, être artiste, c'est tout. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens commencent à voir les artistes autrement, que les artistes sont là pour parler de la situation, des crises que le pays, par exemple, a, comme les viols. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et du coup, pour moi, ça ne doit pas rester pas inaperçu. Il faut en parler. Les gens ne comprennent pas. Par exemple, je vais donner juste une petite anecdote. Une fois, j'avais exposé des petites culottes. Il y avait des gens qui m'ont censuré et qui disent qu'ils ne vont pas venir à l'expo parce que c'est comme si je suis en train d'inciter un peu... et je me dis, c'est l'hypocrisie encore une fois. Pourtant, au marché, les petites culottes sont exposées partout. Et du moment que moi j'en fais une œuvre, vous êtes là à critiquer. C'est contradictoire. C'est contradictoire. En tout cas, dans mon pays, on est toujours tout le temps au stade de sensibilisation. Et je ne vais pas me lasser, je vais continuer à me battre. On s'arrache on arrache notre droit. On ne va pas nous le donner sur... comment ça s'appelle Oui, exactement. Merci. Mais on a eu 15 minutes en moins au début, donc on va prendre quand même 2 questions. Alors je vois Selbé, qui est artiste, rappeuse sénégalaise, féministe, qui va prendre la parole. Elle a toute sa place dans ce panel d'ailleurs. Ma voix, mon arme. Lola Gum, c'est ce que je crois. Étant femme sénégalaise, stigmatisée, étant rappeuse, portant des tenues, entre guillemets, qu'on considère que c'est des tenues d'hommes, parce que les gens le voient comme ça, je me suis dit, les stéréotypes, c'est pour ceux qui le disent et qui le pensent. Moi, j'avance et j'essaie de faire avancer les autres. Et pour la transmission, c'est important de se dire, je suis artiste, et d'oser dire que je suis féministe, de le réclamer, de faire cette retour en arrière et de revoir les textes. Qu'est-ce que je véhicule? Comment les gens le perçoivent? Et comment j'arrive à éduquer les gens à travers les mots que j'écris, à travers les chansons que je porte, qui me parlent, mais qui est généralement pour tout le monde. Et quand on me demande pourquoi je parle, je dis, c'est nécessaire pour moi. C'est comme si je voulais me sortir de cette prison qu'on m'a mis. Heureusement que j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui n'était pas féministe auparavant, mais qui m'a éduquée de telle sorte que je puisse dire tout ce que je pense. Même si un tonton me dit, est-ce que je peux voir ta culotte, j'ose aller jusqu'à chez ma mère ou parler à ma grand-mère que tonton tel m'a demandé de voir cette culotte. Ce qui m'a permis de ne jamais baisser ma culotte pour avoir des faveurs ou des privilèges en tant qu'artiste. Et je pense que cette link-là, c'est pas anodin. C'est des gens différents, mais qui ont ce même parcours, c'est-à-dire qui ont été opprimés de parole, qui ont été... qui ont eu à être casés dans des petits, comment dirais-je, labyrinthes, et qui ont été dirigés par des flèches, tu dois, tu ne dois pas. Et c'est le moment pour nous tous, femmes, artistes, féministes, engagées pour les droits des femmes et des filles, ce qui nous masque. C'est-à-dire, pour ne pas dire que je suis féministe, beaucoup disent, on est pour les droits des femmes. Et être pour les droits des femmes, c'est être féministe. Et il faut qu'on soit d'accord sur ça. Et je ne vais pas faire long. On ne peut pas gagner ce combat-là si on ne partage pas nos combats avec des artistes qui s'identifient féministes, qui le portent et qui, à travers leurs chansons, écrivent pour eux. Parce que pour moi, ma plume, c'est mon art. Et c'est là.
J'ai envie de poser ma question à Paola. Tout à l'heure, elle est revenue sur le fait de rester concentrée sur l'essence même du féminisme. Quand on prend la parole en ligne, c'est facile de se retrouver à donner plus de l'importance à l'étiquette plutôt qu'à l'essence. Et quand on a la tête dans le guidon, quand on est au cœur de beaucoup de débats, on n'arrive pas à faire la part des choses. Donc j'ai envie de lui demander comment on fait pour rester centré sur l'essence. Et en même temps, je connais beaucoup de militantes féministes qui, par peur de la réaction et du harcèlement, on construit des espaces entre elles en ligne. Et on s'entend, on fait des débats, on est à l'aise, mais on réalise que on ne supporte plus la réaction, même des autres femmes qui veulent arriver dans le mouvement, qui sont à un niveau dans leur voyage. Et ça nous effraie, on n'a même plus les mots pour réagir face à ces femmes-là. Et j'ai vu que c'est quelque chose. Et j'ai envie aussi de lui demander pour des féministes aujourd'hui qui, pour se protéger, ont érigé des communautés entre elles, comment elles font pour ouvrir les barrières et accueillir d'autres femmes qui sont à d'autres niveaux de leur voyage. Merci. Vous m'avez pas facilité la tâche, hein, madame. C'est compliqué de passer après ça. C'est compliqué de passer après ça. Ok. Bon, alors, votre question, madame. Comment vous vous appelez? Chanceline. Ah, Chanceline. D'accord. Bonjour, Chanceline. Non, parce que je vois qui c'est maintenant. Sur Twitter, je vois très bien. Alors, comment on fait? J'ai envie de vous répondre. J'ai un ami qui est spécialiste des sciences sociales et donc qui étudie le féminisme et l'afroféminisme. Et un jour, il m'a donné un conseil que je garde en tête. Il m'a dit, dans toute forme de combat ou d'engagement, il ne faut pas oublier que le camp d'en face a une stratégie qui est la stratégie de l'épuisement. C'est-à-dire que, vous voyez, toutes ces fois où les gens viennent vous dire « mais c'est quoi le féminisme ?» Toutes ces questions auxquelles ils savent très bien qu'ils pourraient avoir des réponses, mais ils viennent avec l'intention de vous épuiser. Parce qu'une fois que vous êtes épuisé, bien évidemment, vous avez moins d'énergie pour combattre. Et surtout, vous commencez à vous-même, et c'est ça le pire, douter de vous-même, de votre bonne démarche dans ce que vous êtes en train de faire. Donc la première chose pour moi, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est d'abord se protéger soi-même. Donc moi je suis peut-être un peu radical sur le sujet, mais j'ai appris avec le temps à faire la part des choses entre qui vaut la peine d'être éduqué sur le sujet et qui est juste là de mauvaise foi. Quelqu'un qui est là de mauvaise foi, vous ne lui devez rien. Après, quand on est dans ce cheminement dont vous parliez, on l'a toutes été, on n'est pas né féministe, c'est-à-dire qu'il y a eu voilà, une progression, c'est un vrai chemin sur lequel on est encore beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, hein, même si on a avancé, il ne se termine vraiment jamais. Mais au moins, je pense qu'il faut déjà voir qu'on a toutes fait quand même une grosse part du travail toute seule. Je pense que toute personne est capable de le faire. Quelqu'un qui ne veut pas faire cet exercice-là, ça témoigne déjà que c'est biaisé d'entrée de jeu. Ne perdez pas votre temps, votre énergie, etc., votre motivation. Non, surtout pas en 2023. Il y a assez de ressources. Il y a 5-10 ans, bon, on pouvait dire que c'était pas un sujet de premier plan. Aujourd'hui, c'est partout. Quelqu'un qui veut se renseigner sur le féminisme n'a pas besoin de vous, en vrai. En vrai, quelqu'un qui veut vraiment, qui a vraiment cette envie-là de comprendre, je dis même pas forcément d'adhérer, juste de comprendre les enjeux, n'a pas besoin de vous. Si la personne, sa limitation en termes de compréhension, c'est un énième débat sur Twitter, c'est qui doit faire la cuisine ou pas, ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis désolée, il n'y a pas à entretenir ça. Donc vraiment, la deuxième partie maintenant de ce que vous disiez, c'était les femmes féministes qui créent des safe spaces. Moi, j'y crois beaucoup, c'est très important. Pour libérer la parole, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la solidarité, pour sentir qu'on n'est pas folle. J'insiste vraiment dessus, parce que moi, ça me revient beaucoup. C'est important de sentir qu'en tout cas, si on est folle, on est plusieurs à l'être. Donc ça nous rassure aussi quand même. On est une communauté de folles et de sorcières, mais on est folle. Plus on est folle, plus on rit. Donc ça déjà, c'est très important. Par contre, là où j'apporte peut-être une forme de petite nuance, c'est que il faut aussi qu'on s'entende sur si on a envie que le féminisme soit un peu plus accessible à d'autres. Il ne faut pas qu'on soit hermétique totalement non plus. Donc je sais que du coup l'équilibre est peut-être un peu difficile à trouver, mais je pense qu'il ne faut pas non plus, parce que le problème quand on reste que dans des milieux militants, c'est qu'en fait ça fait écho en fait. Donc on fait écho entre nous, mais on est déjà toutes convaincues, on n'a plus besoin de se convaincre les unes les autres. On peut se soutenir, on peut s'encourager, c'est important, je le dis.
Mais encore, à un moment donné, il y a encore tellement d'autres jeunes femmes là dehors qui veulent juste, entre guillemets, quand même qu'on leur tende la main. Et je pense qu'il faut garder cette ouverture-là. Mais du coup, je reviens sur ce que je disais, en faisant le tri. Je pense qu'on le fait assez rapidement. Quand on voit la prise de position, le type de questions que la personne porte, sa réflexion même sur le sujet, là, vous voyez quelqu'un qui est disposé à écouter et quelqu'un qui est juste là, comme j'ai dit, pour vous épuiser. Donc il faut vraiment, vraiment faire la part des choses parce que le chemin est long. Il faut économiser son énergie et l'économiser pour les bonnes personnes.